un des motifs de la guerre en Iran, et en tout cas un des discours qu'on entend beaucoup du côté occidental contre l'Iran, c'est que c'est une théocratie religieuse, le régime des mollahs, voilà, c'est un peu des fous, quoi, en soi. C'est ça qui dicte leur Ouais, en politique et mode tout. la religion c'est pas bien, Voilà, blablabla. voilà. Nous on vient pour les libérer. Voilà. Mais du coup, Et, c'est un peu du foutage de gueule quand on va voir les images là qui vont apparaître. voilà, ouais. Et nous, on voulait parler de fanatisme religieux, mais de la part notamment des States et d'Israël, quoi. Donc Ouais, voilà, c'est l'objet de la prochaine ouais. séquence. On vous met cette vidéo d'intro là qui fait bien le topo, et puis on en parle après. Vous avez sûrement vu passer ces images de Trump avec une dizaine de pasteurs évangéliques et de chefs religieux qui font une prière collective pour que Dieu le protège pendant cette guerre. Intéressant de la part d'un gouvernement qui dit attaquer l'Iran pour libérer le pays des fanatiques religieux. Alors c'est quoi le délire mystique de l'entourage de Trump ? To say no to President Trump would be saying no to God. En février 2025, Trump a nommé Paula White à la tête du Bureau de la foi, un service intégré à la Maison-Blanche chargé d'encadrer les relations entre le gouvernement et les organisations religieuses. Paula White, c'est une pasteure évangélique charismatique et une télévangéliste américaine. Elle est conseillère spirituelle de Trump depuis de nombreuses années. Elle représente un courant important chez les chrétiens évangéliques, le sionisme chrétien. Cette vision est ancrée dans une spiritualité de fin des temps pour laquelle le soutien sans faille à Israël est la seule voie possible car il permettra le retour de Dieu sur terre. Au cœur de cette croyance, il y a la figure du Dieu vengeur de l'Ancien Testament. Selon Laurent Tessier, docteur en histoire des religions, le scénario qui prédomine chez les sionistes chrétiens, c'est une bataille finale qui donnera lieu au règne de Dieu sur terre pendant 1000 ans. Petite précision, dans ce scénario, les juifs ne sont pas des alliés, ils sont des accessoires. Leur retour en Israël est une condition nécessaire à l'apocalypse, pas une fin en soi. Et à la toute fin, selon la prophétie, ils devront se convertir au christianisme ou mourir. Donc quand les évangéliques disent qu'ils aiment Israël et le peuple juif, c'est vrai, mais comme on aime une pièce indispensable d'un puzzle qu'on veut finir. C'est donc cette vision apocalyptique qui explique pourquoi, depuis le début des bombardements américains sur l'Iran, le camp de Trump se lâche avec des justifications mystiques dans tous les sens, y compris dans l'armée, où des soldats rapportent que leurs commandants leur disent des phrases comme « Trump a été oint par Jésus pour allumer le feu du signal en Iran afin de provoquer Armageddon et marquer son retour sur Terre ». Le community manager de la Maison-Blanche est aussi très en forme avec une série de vidéos postées qui font référence à des jeux vidéo comme Call of Duty et des films, mais qui mettent en scène des personnages comme Kylo Ren de Star Wars ou Walter White de Breaking Bad, qui ne sont pas vraiment des gentils, ce qui suggère que tout ça est parfaitement assumé. C'est la spécificité américaine, états-unienne plutôt. Délire. Ouais, il y a quelqu'un qui disait secte dans le chat. C'est vrai que nous, on n'a pas trop ça en France. Nous, c'est plutôt les cathos traditionalistes qui dominent dans le middle catholique en France. Mais c'est vrai que là, leur récit, la Plume disait dans le chat, c'est comme Daesh. Bah ouais, c'est des récits religieux de la fin des temps. Et c'est vrai que en fait, les sociétés européennes qui ont persécuté les juifs depuis toujours, avec la vision, tu sais, de Judas, des juifs traîtres, etc. Le peuple déicide, tout ça. C'est ça, elle l'explique bien, la meuf, là, dans la vidéo d'Agi+, c'est que, ouais, ils servent à quelque chose, ces juifs, c'est amener le Messie à la fin. Et ça, vraiment, c'est des choses que moi, je peux entendre dans le quotidien. Hein. C'est même pas que aux États-Unis, mais il y a ce truc-là, ouais, il y aura une armée juive qui va venir semer la terreur et après, on va être libéré. Enfin, c'est bien spécifique, ouais. Et en fait, ouais, nous, là, à la différence de la France, là, j'ai une petite carte des évangéliques dans le monde. On voit que l'Europe est relativement épargnée. Bon, c'est une carte qui date de 2020. Hein. Les évangélistes, ils sont en pleine dynamique, en fait, à l'échelle mondiale, et notamment aux États-Unis, en Amérique du Nord, et aussi beaucoup en Amérique du Sud. Là, on a vu la blonde là, dans la vidéo qu'a nommé Trump à la fois, Paula White. Elle, c'est une évangéliste très célèbre là-bas, qui fait des shows télévisuels qu'on appelle les télévangélistes. Et ça, s'il y a des millions de gens qui regardent, quoi. En France, là, vous voyez les chiffres. France, 2 millions de personnes. Ça reste assez contenu. Mais on voit qu'ils font des grosses percées. Là, vous voyez, vous avez les chiffres juste au-dessus de nous. Là, Afrique, Amérique latine, ça augmente de zinzin. Là, c'est de 70 à 2020. Ils sont vraiment en pleine expansion. Et au Brésil, notamment, aussi, il y en a beaucoup. Et c'est des gens avec Bolsonaro. Voilà, qu'on va retrouver chez Bolsonaro. Et en fait, ce que les gens savent pas forcément et qui n'est pas forcément instinctif, c'est comme elle le dit dans la vidéo, c'est que c'est des gens, en fait, ils vont être très très pro-israéliens, pas par défense des juifs, mais vraiment parce que c'est une étape dans leur prophétie, quoi. C'est une étape que le peuple juif qui retrouve sa terre promise, c'est un préalable au retour de Dieu sur terre.
et à l'apocalypse et tout. Et au moment de l'apocalypse, les Juifs devront choisir entre se convertir ou mourir, quoi. Et en fait, ça, c'est une part très, très, très importante de l'électorat de Trump, même pour son premier mandat et tout. En fait, c'est des gens qui sont vraiment très importants pour lui et ça lui assure un ancrage aussi dans la population. Voilà. On va se regarder un peu pour ceux qui ne voient pas trop à quoi ça ressemble, les shows télévangélistes. Là, je vous ai mis Paola White, donc celle qu'on a vue dans le bureau, là, qui est ministre de la foi de Trump. Là, ça, c'était il y a quelques années déjà, hein, c'est pas tout récent. Strike and 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 strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the corridors of heaven. In the corridors of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata. Elle part en haka à la fin. Ah non, c'est du latin, pardon. Ouais, mais c'est des bref. baratineurs, c'est des sectes, vas-y, putain. Putain de merde. Ah, ça m'en fout. Mais moi, ça me fait penser. T'as vu je sais pas si vous avez suivi la polémique avec Nicki Minaj qui parle du Nigeria, justement. Là, t'avais mis les stats du Nigeria où Donald Trump il doit intervenir, en fait. Tu vois, Nicki Minaj qui a apporté un soutien clair à Donald Trump, elle a dit ouais, faut aller au Nigeria sauver nos amis chrétiens des méchants musulmans. Et en fait, je pense que c'est ces réseaux évangélistes, en fait. Là. J'avais pas fait le lien avec les évangélistes au Nigeria, mais. En tout cas, les évangélistes, c'est des fois on appelle ça du néo-protestantisme. C'est pas des catholiques, c'est du côté protestant de la force qui historiquement et tout ont pas tout à fait la même philosophie. Mais voilà, enfin ça c'est vraiment typique des shows télévangélistes. Au Brésil, il y en a plein qui cartonnent aussi, où t'as des gens en transe dans le public. Enfin c'est très spectaculaire, c'est très. Oui c'est ça, c'est beaucoup de la transe. Là. On a vu, elle répète beaucoup la victory, victory, victory. Ouais, bah après c'est son gagne-pain mais c'est plus le message qui est derrière, en fait, parce que là, j'ai l'impression que t'en as dans beaucoup de cultures et de sociétés. Moi, ce rapport de spiritualité, je suis pas le premier à le juger, la spiritualité, mais derrière, c'est quelle action amène cette spiritualité. Et apparemment, cette action, elle va mener le soutien total à un régime génocidaire, et pour ses intérêts perso, qui est de venir après, en fait, et d'espérer qu'il y aurait Jésus qui vienne après avoir zigouillé des Palestiniens, des Libanais, des Jordaniens, des Égyptiens, en fait. Faut se dire que ces gens-là, ils pensent rentrer au paradis en massacrant un maximum de gens, et ça fait peur. Hein. Oui, t'as raison. Au-delà de la forme, ils peuvent avoir les rituels qu'ils veulent, mais si c'était pas des immondes fils de pute derrière, ça, bon. Moi, ça me dérange pas que tu rentres en transe, mais non, si c'est clair. Pour le bien-être de l'humanité, quoi. Là, je vous ai mis un petit article des Nantais de Contre-Attaque qui fait le focus sur un personnage aussi qu'on connaît pas forcément. Armageddon en Iran, les dirigeants trumpistes se pensent en croisade religieuse. Daesh, mais avec la bombe nucléaire, la première armée du monde aux mains de fanatiques religieux. Iran. Les bombardements sont 2 fois plus violents que sur l'Irak en 2003. Ouais, ça, c'est vrai que c'est une data intéressante. Des commandants de l'armée des USA parlent à leurs soldats d'une guerre bénie, faisant partie du plan de Dieu pour provoquer le retour de Jésus sur la terre dans le cadre de l'Armageddon. Le ministre de la guerre est un religieux fanatique qui se vante de semer mort et destruction venus du ciel jour après jour. Les États-Unis revendiquent avoir bombardé plus de 2000 fois l'Iran depuis 4 jours, un tapis de bombes. À titre de comparaison, rien que le premier jour de l'attaque, le commandement militaire des USA pour le Moyen-Orient déclare qu'il a mené des frappes presque 2 fois plus importantes que durant les 24 premières heures de l'invasion de l'Irak en 2003. Pourtant, à l'époque déjà, c'était de la doctrine choc et effroi qui était utilisée. Elle consiste à écraser l'ennemi sous une puissance de feu totale et une force spectaculaire le plus vite possible pour annihiler sa volonté de combattre. Les USA sont donc encore plus violents contre l'Iran qu'ils ne l'ont été contre l'Irak. Derrière cette attaque d'une grande ampleur, une logique religieuse affolante.
Des commandants de l'armée des USA ont déclaré à leurs soldats que la guerre contre l'Iran était une guerre sainte faisant partie du plan de Dieu, une guerre bénie par Jésus et qu'elle avait provoqué le retour du Fils de Dieu sur terre dans le cadre de l'Armageddon. Dans la Bible, l'Armageddon est la bataille finale entre le bien et le mal, les rois des hommes et Dieu, c'est-à-dire l'Apocalypse. Incroyable mais vrai. Comment le sait-on ? Parce que les militaires eux-mêmes, inquiets d'un tel discours, ont alerté la Military Religious Freedom Foundation, une organisation qui se consacre à garantir la liberté religieuse à tous les membres de l'armée américaine. Cette structure aurait reçu plus de 200 plaintes de la part de militaires servant dans l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, le corps des marines et la force spatiale. Au total, 40 unités seraient concernées. Il ne s'agit donc pas d'un officier qui serait parti en vrille de manière isolée, mais bien d'une logique concertée visant à politiser l'armée sous un angle évangélique. Je crois qu'un des trucs qu'a fait Trump sous le deuxième mandat, c'est aussi son ministère de la religion. En fait, il a mis une personne détachée du ministère de la religion dans chaque autre ministère en charge de guider l'action des différents ministères avec le point de vue évangélique et religieux, quoi. Donc, au ministère de l'éducation, il va y avoir un référent religion qui va vouloir orienter les programmes. Pareil dans l'armée, pareil. Ouais, comme ça, tu as la même doctrine et la même direction. Il y a une cohérence globale. Ouais. Un commandant a par exemple déclaré: le président Trump a été béni par Jésus pour allumer le feu de signalisation en Iran afin de provoquer l'Armageddon et marquer son retour sur Terre. Le soldat qui témoigne raconte: il affichait un large sourire en disant tout cela, ce qui rendait son message encore plus insensé. Il explique dans sa plainte que son supérieur est un ultra-religieux qui fait du prosélytisme auprès de ses soldats. On dirait les religieux de chez nous. Ah, c'est ça, c'est Pete. Alors, cela n'a malheureusement rien de surprenant, puisque le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, est lui-même un nationaliste chrétien illuminé. Pete Hegseth, qui est désormais l'un des hommes les plus puissants du pays, a fait inscrire Jésus en hébreu sur son bras, un tatouage réalisé à Bethléem, et une grande croix de Jérusalem sur sa poitrine, un symbole représentant une grande croix encerclée de croix grecques plus petites. Il était utilisé pendant les croisades et représente le royaume de Jérusalem établi par les croisés. Donc Hegseth, là, c'est un vétéran de la garde nationale du Minnesota, un animateur de la chaîne d'extrême droite Fox News, et il adhère à une mouvance religieuse sectaire nommée reconstructionnisme réformé, qui prône l'application de la loi chrétienne biblique à la société, un monde exclusivement dirigé par les hommes et une préparation au retour de Jésus. Donc voilà, c'est tellement des mythos. On a un peu l'idée, quoi. C'est des mythos. Mais moi, ça me fait penser vraiment à ce qu'on a en Europe, hein, tu sais, sur le grand remplacement. Et tu sais, les fachos de Lyon, ils sont beaucoup sur les croisades. Là, il y a beaucoup de musulmans en terre chrétienne. Il faut faire Charles Martel, tu vois, il y a beaucoup de retour à ce truc-là qui a pas toujours existé en France d'ailleurs, qui a même été combattu. L'Église, elle a été combattue très longtemps. Et là, moi, j'ai l'impression qu'ils font pareil. Ils utilisent une vision biblique, enfin une utilisation de certains versets, parce que si tu prends le livre en entier, il te dira jamais de faire ce que Trump le fait. Enfin, tu vois, c'est des interprétations. Ouais, c'est flippant, ouais. C'est à l'américaine, quoi. C'est la version américaine du grand remplacement, moi, je trouve. Ouais, moi je voyais quand il disait que c'était un ancien animateur de Fox News, ça me fait penser, en fait, une représentante en France de ce courant-là, il y a Christine Kelly, qui est sur CNews. Elle est dans des conférences et tout, elle a déjà dit des trucs en mode je suis la messagère entre Dieu et vous, quoi. En fait, à travers moi, c'est Dieu qui parle et tout, et elle est évangélique. Et bon, c'est en train de monter aussi en France. Je sais pas à quel point, j'ai pas les datas, mais méfiance. Ça arrive fort. Mais en tout cas, voilà, c'est des trucs, après, ils se constituent en lobby et tout, et ils s'expandent à travers le monde. Après, c'est qu'aussi, c'est des manières de pratiquer la religion qui, de prime abord, moi, je vois bien comment tu tombes dedans. C'est des gens, là, comme elle fait la meuf, tu vas dans une salle, tu rentres en transe, tu rigoles bien, après, tu rencontres des gens, tu te sociabilises, tu manges, tu te fais des amis. Il y a même de la musique, il me semble, chez les évangélistes. Enfin, c'est un courant qui a su s'adapter à l'ère contemporaine, et je trouve pour les gens les plus isolés, en vrai c'est con, mais tu trouves un groupe social. Ouais, carrément. Ce qui fait que tu vas adhérer à l'idée, et du coup là, tu vois la déclaration là qu'il fait sur Trump, la bataille entre le bien et le mal. Si t'es endoctriné, pour toi le mal c'est l'Iran, et c'est tout. Parce que en vrai, même sans être endoctriné, tu prends les médias français là dans la plupart, le mal aujourd'hui c'est qui ? C'est l'Iran, c'est Mélenchon, c'est, tu vois, si vraiment tu veux avoir une vision binaire de la société, tu l'as très rapidement. Et enfin, moi je vois les mécanismes qui font que tu adhères à l'idée des évangélistes, et qu'en gros, laissez pas vos proches tout seuls, quoi. Prenez des nouvelles et invitez-les, restez pas. Voilà, il y a un gros boulot à faire justement
justement à l'ère où on est un peu tous et toutes isolés à la maison. Vous avez compris, appelez vos darons, sinon elles vont finir, Sur CNews. sur CNews en transe, ok. C'est quand la dernière fois que vous avez pris des nouvelles là? Appelez-la. Appelez tout le monde, le voisin, tout le monde là, faut faire du lien là. Pour finir sur Paola White, là, elle est connue pour ses appels à la haine homophobe ou raciste, déclarant que l'antifascisme et Black Lives Matter sont l'antéchrist. Ça donne le ton, hein. Pas camarade, hein. Les mouvements chrétiens fondamentalistes américains considèrent Trump comme un envoyé de Dieu pour la mission sacrée et de s'opposer aux satanistes, les woke, les homosexuels. Sataniste, c'est un mot-clé qu'on retrouve aussi de temps en temps, hein. Ouais, moi j'avoue, des fois il glisse. Pour les fins connaisseurs, Aurélie Preston, des Anges de la télé-réalité, est devenue évangéliste, et elle fait grave la promotion avec Jérém Star. Ah ouais? Ça c'est une info de ouf. Fun fact. Je savais pas. Incroyable. Putain. Du coup, je voulais revenir un peu sur aussi qu'est-ce qu'on doit au premier mandat de Trump rapidement, parce que on l'a dit, c'est un électorat qui est présent depuis sa première élection de 2016, et en fait, il avait donné beaucoup de gages à cet électorat. En fait, Trump, il est très 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 pro-sioniste, du coup, du fait d'être lui-même dans ces bails-là évangélistes, et du fait que ce soit une grosse partie de son électorat. Là, par exemple, je vous montre, il y a une colonie à son nom qui s'appelle Trump Hates, donc ça veut dire les hauteurs de Trump, quoi, les hauteurs au sens des hauteurs de la montagne, qui se situe sur le plateau du Golan. On en avait parlé un peu la semaine dernière, mais le plateau du Golan, c'est ça là. Zoom encore, ouais. Hop, ça se situe au nord d'Israël, et normalement c'est un territoire qui appartient à la Syrie. Et comme on l'a vu pour le Liban tout à l'heure, régulièrement l'armée israélienne, ils ont grignoté ce territoire et tout, et ils sont en train d'installer des colonies et des colons sur ce territoire-là, quoi. Et du coup, pour rendre hommage un peu à Trump et à son soutien sans faille, en 2020, ils avaient inauguré une colonie au nom de Trump, quoi. On voit bien là, les drapeaux américains et israéliens. Voilà. Une colonie, ouais, pailleton jus d'orange. En gros, c'est des trucs qu'ils font aussi en Cisjordanie, et qu'ils ont fait c'est leur méthode depuis Jordéville. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, alors il y a des endroits où c'est plus ou moins tendu avec les Palestiniens, ou avec là en l'occurrence avec les Syriens et tout. Donc ils envoient des gens plus ou moins formés, armés, fanatiques et fanatiques, tout, surtout. Ouais. Mais surtout fanatiques, religieux. Et en gros, c'est ça. Ils vont aller virer les gens qui habitent, prendre les terres, prendre les maisons, installer une petite ville, un village qui deviendra ville, et ils grignotent. Et même moi, j'avais lu des trucs à l'époque, là j'ai pas les sources, hein, peut-être on pourrait chercher, mais j'avais vu des gens qui avaient fait leur Aliyah. Et l'Aliyah, là, c'est le terme de retour en Terre Sainte pour certains juifs qui, du coup, vivent dans des pays européens. Là, on va prendre la France, hein. Du coup, c'est des gens qui ont jamais mis un pied en Israël, qui ont peut-être de la famille éloignée là-bas, qui se sont allés installer, et du coup, ils font leur Aliyah, et du coup, ils font le départ, et il y a une aide à l'installation. Et dans cette aide à l'installation, parfois, ce qu'ils disent pas là, si t'as la carte, en fait, ils t'aident à l'installation, ils te trouvent un boulot, une maison, et des fois, tu vas te retrouver... parce que là, ils sont marrants, Google Maps, ils nous ont mis, tu vois, comme si la Cisjordanie, là, c'était la Palestine, et il y avait pas d'Israéliens au milieu. Ouais. Et bah, des fois, tu vas te retrouver, j'en sais rien, moi, voilà, autour d'Hébron, là, et ben, là, il y a une colonie, voilà. Kiryat Arba, ils vont t'installer là. Et toi, t'es pas au courant, tu vois, t'es un juif français qui veut du coup coloniser, mais voilà, imaginons que tu te fais avoir par le récit colonial, et tu te retrouves dans une ville, et en fait, t'es dans une colonie, et du coup, le Palestinien à côté de toi, il veut que tu dégages, toi, du coup, tu vas t'armer. Et parfois, il y en a qui reviennent, en fait, tout simplement, qui terminent même pas leur Aliyah, quoi, comme ils disent. Et en gros, c'est une belle douille. Et ça, moi, je sais pas pourquoi mon algorithme sur Instagram, enfin, je sais pas pourquoi, je m'intéresse beaucoup à la Palestine. Mais en tout cas, sur Instagram, à une période, là, 1 an après le 7 octobre, il y avait beaucoup de pubs pour l'Aliyah. Il y a même des salons de l'Aliyah en France où je crois il y avait Smotrich, il y avait quelques ministres génocidaires qui étaient venus pour faire la pub de ça, et c'est vraiment un gros truc. Et c'est pour dire aussi que des fois, il n'y a même pas besoin d'être un fanatique religieux, tu te fais aussi avoir par la propagande israélienne. Là, pour vous montrer un peu les gens, là, le territoire qu'on voit ici en pointillé, donc qu'on appelle la Cisjordanie, il y a le Monde Diplo qui avait fait une carte il n'y a pas très longtemps qui illustre, en gros, ils ont remplacé par du bleu, comme c'était la mer, tous les territoires qui sont aux mains des Israéliens. En réalité, la Cisjordanie, ça ressemble plus à ça. Oui. Et encore, cette carte, elle date de 2020, je crois. Ils ont encore beaucoup, ils ont bouffé sévère. En fait, ça s'est
beaucoup accéléré ces dernières années, mais on va y venir un peu plus tard. Ouais, et puis là, dans leur Ça ressemble plus ouais. à ça aujourd'hui. Et dans leur découpage, eux, ils ont une stratégie, c'était de couper les liens de voitures, tu vois, les routes. Oui. Que de la Cisjordanie du Sud au nord, tu puisses pas aller rendre visite à ta famille. Et pareil pour Gaza. Avant Gaza, c'était pas une prison, parce qu'aujourd'hui, c'est une prison, t'en sors pas. Et avant, Gaza, Cisjordanie, on pouvait sortir. Et ils ont vraiment coupé. Et petit à petit, ils recoupent. Et en fait, ils t'isolent. Puis il y a ce qu'on appelle des checkpoints, je crois, pour faire Naplouse et Hébron, on va dire. Tu vas mettre une dizaine d'heures, quoi, parce que t'as je sais pas combien de checkpoints à passer. Alors que c'est des fois à 60 km, quoi. C'est pas très long. Ouais. Trump, il avait fait aussi beaucoup de choses pour Israël lors de son premier mandat. Reconnaissance de l'annexion du Golan par Israël, de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. Voilà, un des gros trucs qu'avait fait Trump, c'était de déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Donc Tel Aviv, c'est là, sur la côte, qui était officiellement la capitale d'Israël. Il l'a déplacé à Jérusalem, en fait. Il faut se mettre à la place d'un Palestinien. Déplacer la capitale d'Israël à Jérusalem, c'est une dinguerie, en fait, de faire ça. Et que la première puissance mondiale reconnaisse que ta capitale, c'est Jérusalem et pas Tel Aviv, Ouais, puis... c'est un pas de fou vers la reconnaissance, enfin la non-reconnaissance d'un État palestinien, quoi. Ouais. Et puis t'as 2 Jérusalem, parce que moi, pour l'anecdote, j'avais été là-bas 3 semaines avant qu'il fasse justement sa déclaration choc là, du changement d'ambassade. Et du coup, t'as Jérusalem-Ouest, du coup, côté Tel Aviv. Et t'as Jérusalem-Est, côté Cisjordanie. Cisjordanie. Et en fait, là, c'est des ghettos. Le côté arabe palestinien. Tu vis, t'as pas l'eau courante, t'as des barbelés, tu sors pas quand tu veux. Enfin voilà, t'es obligé de présenter des papiers tout le temps. Il y a des grands murs. C'est ça, sachant qu'à gauche, t'as l'eau courante. Là, on voit, de toute façon, là, t'as des routes, des petits parcs. T'as l'impression d'être un peu en Europe, quoi, ou dans le sud, tu vois, vers Nice ou quoi. Et c'était une ambiance électrique. T'avais des drapeaux américains, t'avais des drapeaux sionistes de partout, et une population, en vrai, qui soutenait, qui eux, ils sont contents, en fait, la population sioniste comme tu dis, d'avoir la première puissance qui vient reconnaître ton idée de fanatique religieux. Boom des implantations dans les territoires palestiniens et parrain de la normalisation des relations avec les monarchies arabes du Golfe, Donald Trump s'est avéré un allié précieux de l'État israélien. Donc là, quand ils disent normalisation des relations avec les monarchies, il a fait un truc qui s'appelle les accords d'Abraham, sous son premier mandat, où il a réussi à obtenir la signature de plein de pays, notamment l'Arabie Saoudite, notamment le Maroc, je ne sais plus s'il y avait l'Égypte aussi dans les accords d'Abraham, mais bref, c'est des pays qui jusque-là ne reconnaissaient pas l'existence d'Israël et de l'État israélien, et donc des pays arabes, que ce soit du Moyen-Orient ou du Maghreb, et en fait, il a fait signer, je crois, une dizaine de pays dans ces accords, donc tous les pays qui sont en guerre avec l'Iran aujourd'hui, ou enfin, en tout cas, qui sont bombardés par l'Iran aujourd'hui, sur lesquels il y a des bases américaines et tout, et ça a été un pas de plus dans l'alliance américaine et les pays du Golfe, et la normalisation d'Israël, quoi. Il leur a rendu vraiment un fier service. C'est ça, et le Hamas, en fait, là, en 2023, quand ils font leur attaque terroriste, là, ils savent qu'il y a les accords d'Abraham qui vont être signés, notamment, je crois, c'est en Égypte, et il me semblait que ça les rapprochait avec l'Arabie Saoudite. Et il y a eu leur stratégie, ils se sont dit, foutu pour foutu, autant y aller, quoi, quitte à mourir, quitte à disparaître en tant que peuple, ils se sont dit, dans leur stratégie militaire, autant y aller à 400 à l'heure. Et du coup, en fait, avant le 7 octobre, voilà, ça n'a pas commencé le 7 octobre. Il y avait les accords d'Abraham que tu cites là dès 2016 et qu'en fait, on va normaliser dans tous les pays arabes qui, de base, sont vraiment ennemis à Israël. En 67, avec la guerre, il y a vraiment une coalition des pays arabes qui se met contre l'État sioniste qui va coloniser, qui va couper une bonne moitié de la terre des Palestiniens. Et aujourd'hui, on normalise des relations, c'est-à-dire des accords économiques. Par exemple, l'Égypte, l'an dernier, a signé un gros accord de vente de ressources pétrolières ou de gaz avec Israël, ce qui est quelque chose d'assez historique. C'est plusieurs milliards, il me semble au moins 15 milliards, et c'est du jamais vu. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des relations, que côté palestinien, ça passe vraiment pas, parce que là, des alliés historiques sont en train de passer du côté israélien. Pour rester dans notre partie fanatisme religieux, après aussi dans les évangélistes, il y en a, ils sont purement antisémites, ils veulent juste que les juifs américains se barrent en Israël et plus les avoir chez eux. Enfin, de toute manière, ils sont quand même antisémites, et ils font pas ça pour aider les juifs ou quoi. Encore une fois, c'est une étape de leur prophétie. Israël est aussi
un maxi pays de fanatiques religieux, en fait. Et c'est de plus en plus clair. Là, depuis le 7 octobre, il y a eu des déclarations de fous où il y a Netanyahou, il parlait, il disait c'est une guerre du peuple de la lumière contre le peuple des ténèbres, par exemple, en parlant des Palestiniens et des Gazaouis. Une des lois qu'il a fait, Netanyahou, en 2018, ça s'appelle la loi Israël sur l'État-nation du peuple juif. Donc en 2018, il fait voter par le Parlement israélien une loi qui est une loi fondamentale, donc qui est aussi important, qui a valeur constitutionnelle, quoi. Et cette loi, un des principaux trucs qu'elle dit, c'est qu'elle définit Israël comme l'État-nation du peuple juif, précisant que le droit d'exercer l'autodétermination au sein de l'État d'Israël est réservé uniquement au peuple juif. C'est, comment dire, dans la population israélienne, il y a la plus grande minorité, c'est une minorité arabe. Il y a beaucoup d'Arabes israéliens, qui sont des gens qui ont obtenu la nationalité israélienne d'une manière ou d'une autre depuis 48 et tout. Et jusqu'à présent, il y avait par exemple l'arabe qui était aussi une des langues officielles de l'État d'Israël. Là, ils ont dit non, c'est l'hébreu et que l'hébreu la langue officielle de l'État d'Israël, et de vraiment lier nationalité israélienne et judéité. En fait, c'est devenu officiellement une ethnocratie, quoi. Un truc où une nation, un peuple, une religion, une race, entre guillemets, quoi, une ethnie. Et ça, c'est un truc qu'a officialisé Netanyahou en 2018. Donc, encore une fois, pensez au discours qu'on entend sur les mollahs et le régime iranien et regardez c'est quoi l'État d'Israël, quoi. Enfin, c'est pas dérangeant qu'il y ait des ethnocraties ou des États religieux comme ça, du coup. Un peuple, une nation, un chef, ouais, ça, c'est, puis c'est des trucs qui renvoient un peu à des discours un peu fascistes, tu vois, que ce soit l'Espagne de Franco ou l'Italie de Mussolini et tout, il y avait cette idée-là aussi. Je comprends pas qu'on puisse accepter ça au niveau international, c'est vraiment du racisme à son paroxysme, mais exactement, c'est de la pureté raciale, quoi. Enfin, c'est vraiment fasciste, quoi. C'est le slogan des nazis. Ah ouais, ben voilà, un peuple, une nation, un chef. Incroyable. Mais les nazis, ils étaient plus, enfin, ils avaient moins cette instrumentalisation de la religion. J'ai l'impression, il y avait plus comment on appelle ça, une sorte de paganisme juif, nazi qui, eux, ils ont essayé de créer un peu un folklore, de remplacer. Ils n'étaient pas très potes avec l'Église, par exemple, il me semble, contrairement à un Mussolini ou un Franco qui était très adossé à l'Église catholique, mais c'est aussi pour des raisons, voilà, ça n'a pas la même place dans des pays comme ça. Mais en tout cas, en Israël, c'est très adossé du coup à la religion juive, quoi. Et moi, là, pendant qu'on parlait de ça, ça m'a fait tiquer. Ça, c'est vraiment un truc que je porte dans la vie et depuis plusieurs mois et semaines. C'est là Sébastien Lecornu, mais j'en ai déjà parlé à 2 émissions, mais il faut vraiment, vraiment marteler, parce que là, cette émission, on pourrait pas la faire dans quelques mois. Parce que là, ils vont passer une loi qui dit qu'en gros, si on critique l'État d'Israël, c'est critiquer la communauté juive et donc être antisémite. Et c'est ce que du coup la députée Yadan, qui est, je crois, sioniste, veut faire passer à l'Assemblée. Et du coup, notre Premier ministre, voilà, payé par nos impôts, est allé au dîner du CRIF. Du coup, là, c'est vraiment le lobby sioniste en France, le CRIF, hein, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Ils organisent un dîner, c'est du jeu de pouvoir, voilà, comme il y a d'autres lobbies, lobby du tabac, de la viande ou de la voiture. Mais du coup, là, c'est le lobby sioniste. Et en gros, là, c'était juste un rappel, voilà, pour dire que cette émission, elle aura peut-être plus lieu. En tout cas, ces critiques-là, elles peuvent nous valoir un procès dans quelques mois si cette loi, elle passe. Ouais, puis même au-delà de ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais depuis le 7 octobre, ça va être la gauche notamment, et les gens qui ont des discours, pour le coup, antisionistes, en fait, on nous accuse de par là être antisémite, d'importer le conflit, d'en faire un conflit interreligieux, musulmans contre juifs. Enfin, c'est toujours nous qu'on accuse d'essentialiser, de confondre juifs et israéliens et tout, alors qu'en fait, avec des lois comme celle-là, et puis même Netanyahou, ses discours à l'ONU, ou lui ou ses porte-paroles qui vont à l'ONU, et qui disent tous ceux qui sont contre nous, ils sont antisémites, de lier en fait, eux en fait ils ont une vision de la judaïté qui est si tu es juif, tu es sioniste. Tu es d'accord avec la politique israélienne. Si tu t'opposes à la politique israélienne, c'est que tu t'opposes aux juifs. En fait, c'est eux qui font l'amalgame entre politique israélienne et judéité. Et du coup, c'est eux qui favorisent l'antisémitisme en faisant ça. C'est eux les plus dangereux pour les juifs qui sont hors d'Israël au final. Ou même à l'intérieur de l'État d'Israël, il y a des juifs qui ont la nationalité israélienne qui sont contre le gouvernement et contre cette volonté d'étendre les colonies et l'État-nation, quoi. Enfin, mais bien sûr, ça, en tout cas, c'est des lois Bayon qui vont faire qu'on ne va plus en parler. Et moi, c'est ça qui me rend fou, c'est qu'au final, ceux qui sont allés chercher de l'antisémitisme partout, chez les gens de gauche et tout, même à crier antisémitisme à tout bout de champ pour tout et rien dès que tu t'opposes à la politique israélienne, en fait, ils sont en train de vider le mot antisémite
de sa substance. Et c'est hyper dangereux ce qu'ils font, je trouve, parce que de crier à l'antisémitisme à chaque fois que tu vas critiquer Israël, derrière, le vrai antisémitisme, il n'est pas pointé du doigt. C'est la fable du garçon qui criait au loup. À force de crier au loup tout le temps, en fait, ça désensibilise les gens. Tu l'utilises le truc à tort et à travers, à tel point qu'une personne que tu vas traiter d'antisémite aujourd'hui, elle va te dire ouais, c'est ça, je suis antisémite. De toute façon, vous dites ça pour tout et n'importe quoi. Et en fait, à la fin, c'est eux les principaux vecteurs d'antisémitisme. C'est eux qui amalgament judaïté et politique israélienne. C'est eux qui créent de l'antisémitisme, en fait. Enfin, c'est une folie. Entre le procès qui est fait à la gauche et cet amalgame-là, c'est terrible, en fait. Netanyahou, il est ravi. Enfin, qu'on se le dise là dans la chaîne entre nous, là, pendant qu'il n'y a pas trop de monde, Netanyahou, il est ravi quand il y a des actes antisémites en France ou ailleurs. Parce qu'il se dit que c'est potentiellement des futurs colonisateurs, des futurs sionistes qui iront dans un État-nation, qui ne connaissent ni la culture, ni la langue. Enfin, en vrai, les dirigeants sionistes sont affolés quand il y a de l'antisémitisme en France et j'en suis sûr qu'ils aiment ça. L'extrême droite est antisémite depuis des années et il trouve des astuces pour pas se faire condamner. Si Bardella arrive à s'en sortir, on devrait y arriver aussi. Je précise que je dis pas qu'on est antisémite à gauche, mais que la loi va tenter de nous coller l'étiquette, quoi. Ouais, mais Bardella, il arrive à s'en sortir parce qu'il y a eu une campagne de blanchiment, en fait, par la diabolisation de la gauche et d'une partie de la gauche, de LFI et tout. Eux, par contraste, ils sont blanchis de leur antisémitisme. Et en plus, il y a les trucs genre Bardella et Marion Maréchal Le Pen qui ont été invités par le gouvernement israélien à venir en Israël, tout ça. Du coup, ils les lavent de leur antisémitisme historique, de leur parti, de leurs partisans et tout. Nous, on bénéficiera jamais de ce traitement de faveur-là, quoi. Ouais, et tout le soutien médiatique qu'ils ont pour les blanchir. Après, c'est qu'aussi, eux, ça les arrange bien dans leur idée d'État-nation français que les Juifs, ils aillent en terre d'Israël. Enfin, si t'es un facho et que pour toi, les Français, c'est nos ancêtres les Gaulois et les Celtes, ça t'arrange que les Juifs, ils dégagent en Israël, comme Trump, comme les évangélistes des États-Unis. Chacun trouve un intérêt commun à aller sur ce territoire, finalement. Et antisémite n'est pas celui qui dénonce, quoi. Enfin, mais bref. Sur le gouvernement israélien, encore, on va se regarder. J'ai trouvé cette petite vidéo-là qui résume un peu c'est quoi le gouvernement israélien là qu'on a depuis quelques années. Le gouvernement israélien actuel est le plus à droite que le pays ait jamais connu et nombre de ses ministres sont même membres de partis d'extrême droite. Alors, comment on en est arrivé là ? On reprend. Celui qui domine la scène politique israélienne depuis près de 15 ans, c'est lui, Benyamin Netanyahou. Il est Premier ministre en Israël depuis 2009, avec une pause d'1 an environ. Il avait déjà été Premier ministre avant ça, dans les années 90. Son parti politique depuis toujours, c'est le Likoud. Le Likoud, à l'origine, c'est un parti de droite, libéral et nationaliste. Mais le parti, comme le reste du spectre politique israélien, va se droitiser progressivement à partir des années 2000. À ce moment-là, le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, amorcé à Oslo en 1993, échoue et les violences reprennent. De plus en plus de voix s'opposent à la solution à 2 États dans la région. Ce qui donne du crédit aux plus radicaux, ceux qui défendent l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie, illégale selon l'ONU, et poussent pour l'annexion des territoires occupés. Notamment des ultranationalistes hostiles à toute forme de souveraineté palestinienne en Cisjordanie et à Gaza. Et ça influence la direction que prend Netanyahou dans sa politique, toujours plus à droite. Lors des dernières élections en novembre 2022, le parti de Benyamin Netanyahou, le Likoud, arrive en tête. Or, pour pouvoir être Premier ministre et gouverner, Benyamin Netanyahou a besoin d'une coalition. Il crée donc une alliance pour constituer une majorité. Des religieux ultra-orthodoxes et des partis d'extrême droite, dont des nationalistes pro-colonisation, opposés à toute forme d'existence d'un État palestinien, voire des suprémacistes juifs ouvertement racistes envers les Arabes. Ce parti, Force juive, est d'ailleurs l'héritier du parti CAR, interdit en Israël en 1988 et qui était classé comme organisation terroriste par de nombreux pays. Et donc, après les élections de 2022 et la coalition, Netanyahou forme le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. Et 2 nominations de ministres sont particulièrement remarquées. Celle du député Itamar Ben-Gvir comme ministre de la Sécurité nationale, le ministre de l'Intérieur en quelque sorte. Issu du parti Force juive, cet avocat a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour incitation à la haine et soutien à une organisation terroriste en 2007. Et au ministère des Finances, Bezalel Smotrich. Lui est issu du parti sioniste religieux. Et dans les années 2000, il faisait partie de groupuscules de colons radicaux et était surveillé par les renseignements israéliens. En plus d'être ministre des Finances, Bezalel Smotrich est l'administrateur en chef des territoires occupés, un poste qui lui permet d'accélérer l'annexion de fait de la Cisjordanie. Bref, en 2022, la nomination de ce nouveau gouvernement suscite des inquiétudes dans la société israélienne, des manifestations éclatent.
Et puis, en 2023, il y a eu le 7 octobre. Le traumatisme de l'attaque terroriste du Hamas a obligé l'opposition israélienne à privilégier l'unité nationale et donc à serrer les rangs avec le gouvernement. Et depuis, les ministres d'extrême droite, de leur côté, militent activement contre tout cessez-le-feu et pour mener une guerre totale à Gaza, voire en Cisjordanie. Et côté politique intérieur, l'exécutif défend depuis 2 ans plusieurs mesures concernant le système judiciaire qui remettraient en cause la séparation des pouvoirs. Un projet qui a déclenché des manifestations répétées et d'ampleur inédite dans le pays. Malgré tout, l'opposition à Netanyahou continue de s'affaiblir et le soutien à sa politique reste assez important dans la société. Que là, on a affaire au gouvernement le plus à droite qu'Israël n'ait jamais eu, quoi. Jusqu'à faire alliance avec, voilà, elle les a cités, Itamar Ben-Gvir et Smotrich, là, qui, eux, ont été surveillés par les renseignements israéliens à l'époque, ont été fait partie d'organisations classées comme terroristes, qui sont vraiment, eux, des suprémacistes juifs, quoi. En fait, c'est une droitisation, et voilà, comme ils l'ont dit... déjà, le gouvernement il s'est formé avant la guerre, avant le 7 octobre et l'accélération de la guerre avec les Palestiniens, mais c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière. En fait, cette guerre, c'est l'assurance vie de Netanyahou aussi. En fait, c'est une fuite en avant où lui, il a des affaires judiciaires au cul. Il est très contesté par la population aussi parce qu'il a fait une réforme de la justice, de concentration des pouvoirs et tout. Et en fait, la guerre, ça a aussi soudé, j'ai l'impression, la société israélienne autour de Netanyahou et de leurs politiciens, quoi. Je sais pas, là, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on a l'impression que l'extrême droite israélienne, elle est éthiquement moins bonne que la gauche coloniale israélienne. Enfin, moi, il y a un peu ce truc qui est pas soulevé dans la vidéo, tu vois, parce que 93, les accords d'Oslo, il me semble que c'est pas l'extrême droite israélienne au pouvoir, mais il y a déjà eu des annexions de territoire, il y a déjà eu des massacres. Enfin, la guerre était déjà très, très présente. En tout cas, voilà, là, aujourd'hui, on va parler d'extrême droite israélienne, mais en fait, ça n'enlève en rien que la gauche israélienne est coloniale et elle va tuer et elle tue dans les territoires occupés. Le projet sioniste, c'est un projet qui est déjà fondamentalement qui porte fascisant, la mort avec lui. Ouais. Il est là pour virer des gens d'un territoire et dire c'est chez moi et on a des armes et on a le soutien de toutes les puissances européennes. Ça s'installe comme ça dès 48, dès 47. En tout cas, Ben-Gvir, moi je me suis farci beaucoup de choses sur lui et il a appartenu à beaucoup d'organisations terroristes. C'est un gars qui a été condamné plusieurs fois pour suprémacisme et qui, lui, déteste les Arabes. Enfin, c'est le retaillot c'est le retaillot d'Israël. Ben-Gvir, notamment là c'est un truc d'il n'y a pas longtemps, 9 mars 2026, le ministre de la Sécurité intérieure, là, il facilite le permis pour obtenir des armes à feu à Jérusalem. Même, j'avais souvenir d'une vidéo de lui post-7 octobre dans les colonies justement en Cisjordanie où il distribuait des fusils d'assaut à la population pour aller coloniser justement en Cisjordanie, quoi. Salut Brian Crawford. Salut. Pourtant, il a une tête d'arabe. Il est peut-être séfarade. Oui, il est peut-être séfarade. C'est pas interdit. Je crois qu'il est séfarade. Il y a beaucoup de... Séfarade, pour expliquer vite fait. Séfarade, c'est plus... Du coup, on va parler d'immigration, de colonisation nord-africaine et même des pays arabes autour. Des juifs, c'est des populations juives et ashkénazes, il me semble, c'est... Irakienne, Brian. Okay. Ah oui, t'as raison, irakienne et kurde, j'avais lu sur sa page Wikipédia l'autre jour, exactement. Et en tout cas, Ben-Gvir, et j'avais lu une de ses citations à ce gars-là, c'est qu'il était très admirateur de la personne qui avait tué le dirigeant israélien qui avait signé les accords d'Oslo en 93. Ah ouais. C'est pour dire le niveau de radicalité qu'il avait déjà en 93 et aujourd'hui, lui, à quel point lui, il est là pour ouvrir des fenêtres et aller toujours plus loin. Enfin, je sais pas comment dire. Et Ben-Gvir, il va être défendu par, du coup, un Sébastien Lecornu. Ça veut dire, là, dans 2 mois, on va parler de Ben-Gvir et on va être traité d'antisémite. Il y a aucune force en Israël qui critique l'expansion coloniale. J'ai peur de te dire des conneries, ça existe, mais j'ai peur de te dire des conneries sur la proportion que ça représente. Il me semble que c'est très peu. On l'a vu même pour les convois d'aide humanitaire et tout. Où les manifs contre la guerre à Gaza, vraiment c'était groupusculaire, quoi. T'as 2-3 anards qui se baladent et tout, mais moi mon sentiment c'est que si t'es juif antisioniste, déjà t'es pas en Israël, quoi. En fait, la plupart des gens, même ils peuvent avoir des fois la double nationalité, qui sont contre la politique israélienne, ils vont être dans la diaspora, ils vont être dans d'autres pays. Après il y a quand même bon, vas-y, on va en parler maintenant. Le peuple demande. Il y a les juifs orthodoxes, la communauté. Eux, ils disent ultra-orthodoxes, mais ils se définissent pas tels quels. Les Haredim, là, on avait prévu de vous parler quand même, mais
eux, c'est pareil. Eux, ils ont fait quand même partie du gouvernement Netanyahou avant d'en sortir. Notamment, ils n'ont pas été contents parce que eux, alors ça représente quoi? Peut-être 20% de la population israélienne? Peut-être un peu moins, 15-20%? Un peu moins, je crois que j'avais lu 16 et ils Ouais, sont 15, 30 parce ouais, qu'ils sont c'est ça. beaucoup. C'est assez fou, hein, c'est un État qui compte la démographie. Eux, ils sont vraiment en stats, il y aura tant de Palestiniens, tant d'orthodoxes. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle les juifs orthodoxes ou aussi les Haredim. Et en fait, eux, ils ont toute une bataille autour de. Ils ne veulent pas faire partie de la conscription militaire. Oui. Parce qu'il y a un service obligatoire, un service militaire obligatoire en Israël, et eux, ils en sont exemptés. Mais Netanyahou a voulu revenir dessus. Ce qui a valu qu'ils se barrent du gouvernement. Oui, Et après, je crois qu'eux-mêmes sont anti-sionistes. Je crois qu'ils ne sont pas pour un État. pour l'État d'Israël. Ils disent Ok. que c'est contraire à je ne sais plus quel texte. Mais bon. Ouais. C'est pas très clair non plus, je crois. C'est une scène qui est devenue récurrente en Israël. Des Haredim, des juifs ultra-orthodoxes, bloquent une autoroute pour dénoncer leur gouvernement. Nous allons mourir, mais nous n'irons pas à l'armée. Dans le lot, nombreux sont ceux qui, comme le reste des citoyens d'Israël, devraient être à l'armée. C'est ce qu'a décrété la Cour suprême, c'est ce que dit la loi depuis l'expiration d'une clause dérogatoire qui leur permettait une exemption religieuse. Une exemption qui dérange le reste de la société israélienne qui n'a pas le loisir de soustraire ses enfants au service militaire. Ton fils est dans Gaza, nous, on veille sur lui, argumente un des jeunes hommes avec un automobiliste coincé par leurs moyens de pression. Plutôt se faire arrêter que de devenir soldat, scande-t-il, exigeant de Benyamin Netanyahou qu'il consacre dans la loi leur droit de refuser l'uniforme des forces armées israéliennes. Enfin, il y a quelqu'un qui a dit ça les empêche pas de vivre en Israël malgré qu'ils soient contre la colonisation, mais je crois que c'est ce que dit Kenza. En fait, je crois que eux, ça faisait partie des juifs présents dans cette région-là avant 48 et avant tout le projet sioniste et tout. Pas tous quand même, ouais, pas tous. Ouais. Mais ouais, il y en a qui sont arrivés, mais vu que c'est une idéologie, tu peux y adhérer et en sortir. Enfin, c'est une interprétation des textes, du coup. Enfin, il y a aussi beaucoup d'Européens, mais oui, il y avait cette communauté avant. Après, petit disclaimer, je pense que politiquement, à part l'antisionisme, on partage rien avec eux en vrai. Hein. Ça reste des fanatiques religieux et ce qui les différencie vraiment strictement de ce qui se passe récemment en Israël, ça va être sur une interprétation de textes religieux, hein, mais ça n'en reste pas moins des ultra-orthodoxes et tout. Tant Voilà. qu'ils pratiquent, qu'ils veulent pas la mort des autres, moi, Ouais, écoute, ouais. tu vois, s'ils veulent vivre dans leur communauté, tu vois, comme je disais sur les spiritualités, bon, Oui, c'est oui. qu'ils fassent entre eux. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais les partis religieux qui les représentent à la Knesset promettent maintenant de faire tomber le gouvernement de Benyamin Netanyahou s'ils n'obtiennent pas gain de cause. La question est épineuse pour Benyamin Netanyahou, dont la coalition repose en partie sur l'alliance avec les deux grands partis ultra-orthodoxes, judaïsme unifié de la Torah et Chasse. Leur patience a atteint ses limites, disent-ils, pour forcer la main du Premier ministre. Quand on est à l'armée, en fait, notre plus grande crainte, en fait, c'est d'envoyer un enfant avec une kippa et qu'il revienne sans kippa. Aujourd'hui, le système de l'armée, les valeurs qui sont véhiculées à l'armée, sont des valeurs qui ne sont pas compatibles avec le judaïsme orthodoxe. Il y a la mixité qui est très difficile pour des jeunes qui ont vécu jusqu'à présent sans mixité. Voilà pourquoi ils veulent pas aller à l'armée, parce qu'ils vont mélanger avec les femmes. Bon, voilà. Son parti exige une exemption militaire pour les élèves des écoles talmudiques, mais comme le reste des partis religieux, il est en faveur de la poursuite de la guerre à Gaza. Bon voilà, c'était pour vous dire, ça existe et c'est compliqué en fait. On peut être aligné sur des trucs, mais aussi pas sur d'autres pour des raisons bien différentes. Voilà. Ça les a pas empêchés de participer au gouvernement de coalition de Netanyahou, là, le plus à droite. Donc on a vu Ben Gvir et Smotrich, eux, leur projet, là, pour cette fraction-là des Israéliens les plus fanatiques, c'est ce qu'on appelle le Grand Israël. Là, je vous ai mis une carte. Leur projet, eux, on parlait tout à l'heure de l'annexion du Sud-Liban, du plateau du Golan et tout, pour donc des gens qui composent la moitié du gouvernement aujourd'hui, hein, c'est des gens quand même qui sont bien implantés là.
Eux, leur projet, c'est ça, hein, Israël. C'est ces frontières qu'ils visent. Ouais. Donc, autant vous dire qu'ils vont pas s'arrêter au sud Liban ou... Là, ce qu'on vous disait en début d'émission sur le Liban, bah là, ça se démontre allègrement. Il y a aussi, on voit là une partie de la Syrie. De toute façon, là, on vous parlait tout à l'heure là du plateau du Golan, là, qui est Golan, qui est ici. Là, il y a le Liban qui est ici. Du coup, alors le Liban, il va se faire aspirer totalement. Du coup, là, ça fait partie du projet. La Syrie de Bachar al-Assad, vu qu'elle n'existe plus, c'est plus du tout des ennemis. Et d'ailleurs, ils ont supprimé toutes les bases militaires. Bah ici, en vrai, c'est un peu quartier libre. Et on voit, il y a des pays comme la Jordanie qui sont très neutres depuis le début, qui prennent pas de position, qui sont complètement inclus. Et moi, c'est un peu ça que je redoute avec des suprémacistes, parce qu'ils se définissent eux-mêmes suprémacistes. Hein. Ils sont prêts à faire des actions terroristes pour arriver à leurs moyens. Et c'est d'aller à ce projet, bah, du coup, je sais pas comment on définit, c'est pas biblique. Je sais même pas c'est issu de quel texte, hein, ce projet de Grand Israël. J'ai peur de dire une connerie, donc je vais m'abstenir, mais... On n'est pas non plus des théologiens, ouais. Voilà, ni prof de français apparemment. Mais on est d'accord qu'ils y arriveront jamais. Israël ne peut pas se mettre en guerre avec autant de pays voisins. Regarde les États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis sont arrivés sur un territoire et ils ont viré les gens, ils les ont génocidés. Pour moi, les États-Unis qui aujourd'hui soutiennent Israël, il faut bien regarder leur histoire. On pourrait faire un live sur les États-Unis un autre jour, mais ils peuvent y arriver s'ils ont le soutien des pays européens et américains. Eux, ils ont le temps. Hein. Si c'est pas dans 20 ans, ça sera dans 50, dans 100, dans 300 ans, dans 1000 ans. C'est un projet très long terme. Et c'est un truc qui revendique. C'est comme un horizon, tu vois, un truc qui va guider leur action. Ils vont pas te dire demain, physiquement, politiquement, on va pouvoir faire ça. Mais quand on va grignoter le sud Liban, bah, on compte pas le rendre. Quand on va grignoter le Golan, on compte pas le rendre. Pareil, le Sinaï, là, qui est cette partie-là, qui appartient à l'Égypte, pendant les différentes guerres qu'il y a eu israélo-arabes, ils ont déjà occupé, puis ils en sont revenus. Puis des fois, ils y retournent. Enfin, ça explique quand même une manière qu'ils ont de se sentir chez eux dans des territoires qui vont bien au-delà des frontières actuelles israéliennes, quoi. Et puis, on a vu, ça leur fait pas peur de déplacer des centaines et des millions de gens. À Gaza, il y a plus de 2 millions de personnes. Ça parlait pendant longtemps. Ils nous l'ont mis dans la tête. Ils vont aller en Égypte. Et là, pareil, ceux du sud Liban, ils vont nous le mettre dans la tête. Ils vont partir. Mais comme en 67, ils ont fait partir des gens. Comme en 48, ils ont fait partir des gens. Moi, je pense réellement, si les pays européens et du coup ceux qui ont du pouvoir ne réagissent pas, ils pourront largement le faire. Puis là, avec les épisodes récents de ces 3-4 dernières années, ils n'ont jamais eu les mains aussi libres de leur histoire. Ils n'ont jamais bénéficié d'une aussi grande impunité. Les pays arabes autour, ils sont dans le giron des States et du coup, ils leur disent plus trop rien. Les seuls qui leur résistent encore, c'est l'Iran et leur proxy Hezbollah au Liban, Hamas dans la bande de Gaza, les habitants en Cisjordanie et tout. Mais ils n'ont jamais été aussi un peu ennuyés par eux, en vrai. Donc, ils se sentent plus pissés, en vrai. Là, on vous a mis aussi une très courte vidéo qui fait un petit focus sur Ben Gvir et Smotrich, du coup, qui sont les deux ministres parmi les plus d'extrême droite du gouvernement Netanyahou. Vous allez voir dans leur discours ce qu'ils disent et tout. Ça vous donne une idée un peu de comment ils conçoivent les choses. Hein. Juste pour rappel, ces gars-là peuvent venir en France. Ils viennent sur le territoire normal. Peut-être plus maintenant, mais en tout cas... Smotrich, il était en France il y a un an. Octobre, en fait, il a été invité au gala Israel is Forever, là, qui s'est tenu à Paris en novembre 2024, du coup. Je ne sais pas s'il y avait encore les mandats d'arrêt qui étaient émis contre lui. Maintenant, il est sous mandat d'arrêt. Du coup, je ne sais pas s'il pourrait le refaire. Et au final, il avait annulé son déplacement et il avait fait une participation à distance. D'accord. Par vidéo, par visio. Mais bon, c'est une dinguerie de voir que des gars comme ça sont admis en France. Quant à la meuf du FPLP, là, Mariam Aboudaka, qui s'est fait expulser vers l'Égypte parce qu'elle est arrivée à Marseille et tout. Enfin, bref. Alors que Ben Gvir, c'est celui à votre gauche et Smotrich à droite. Bonsoir. Sans colonisation, il n'y a pas de sécurité. Et sans sécurité autour d'Israël, il n'y a pas de sécurité dans tout Israël. Il y a seulement 3 ans, je disais pour la énième fois que nous devons conquérir à nouveau Gaza. Avec l'aide de Dieu, le peuple éternel gagnera. Allons-y, prenons-en possession et nous en sortirons vainqueurs. Il faut les encourager à partir. Il est temps de rentrer à la maison et d'accomplir ce que notre Torah dit. Vous conquérerez ainsi le pays et vous vous y établirez.
C'est à nous depuis toujours. Moi, j'ai envie de dire, là, ceux qui disent qu'il faut virer les mollahs, là, les mollahs iraniens, est-ce qu'ils veulent virer les religieux là, d'Israël? Enfin, là, les deux ministres, c'est une dinguerie. Devant une salle pleine qui applaudit, qui soutient. Et du coup, est-ce que si tu es fermement opposé aux mollahs, est-ce que tu es fermement opposé à ce gouvernement israélien? C'est terrorisant, en vrai. Enfin... Et c'est la seule démocratie du Moyen-Orient, blablabla, blablabla. Et... ouais, en vrai, franchement, c'est des, je sais pas comment appeler ça, des fondamentalistes, des suprémacistes. Enfin, ils veulent coloniser toute la planète parce que présenter la colonisation comme une mesure de sécurité, c'est un peu absurde. Ouais, grave d'accord, ouais. Oui, c'est vrai que ça, c'est un argument qui est beaucoup développé en mode on va faire une guerre préventive. Pour on a vu contre le Hezbollah au Liban, c'est parce que eux ils nous attaquent, nous on va les attaquer préventivement, mais c'est vrai que tu t'arrêtes tout comme ça, quoi, parce que des gens qui t'en veulent, tu pourras en trouver à chaque fois dans des pays et tout. Puis c'est pas comme ça que ça marche en fait. En niquant l'État libanais, qui est un État qui a la tête sous l'eau depuis des années, qui est dans une merde, il y a de la corruption de fou et tout. En fait, même si tu veux t'appuyer sur eux pour lutter contre le Hezbollah, là t'es en train de les foutre encore plus la tête sous l'eau, t'es en train de démanteler l'État libanais, de l'affaiblir. Donc même lui, il pourra pas t'aider dans le démantèlement du Hezbollah. Enfin, c'est ce qu'on a dit. C'est un discours de justification. Eux, ce qu'ils veulent, c'est annexer, c'est avancer et tout ça, quoi. Parce qu'on voit que ça tient pas, rationnellement, ça tient pas debout leurs histoires. L'armée la plus morale du monde, ouais. Là, je vous ai mis aussi vite l'extrait, là, lui, il est très récent, je crois qu'il date d'hier ou avant-hier. Lui, c'est Zvi Zucot, du parti sioniste religieux, du coup, de Smotrich, là, qui dit, de lui, là. Il est du même parti, et lui, il a fait... voilà, justement, il parle du sud Liban. Donc, il dit, si on veut conquérir de nouvelles terres, il faut prendre la zone de sécurité, raser les villages, explicit content, l'occuper et l'annexer à l'État d'Israël. Voilà ce qu'il faut faire pour assurer la sécurité et créer une zone tampon suffisante pour les habitants du Nord. Ouais, ça, c'est un discours qui revient souvent. Voilà, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt dans l'émission, là, avec la nouvelle avancée qu'ils ont fait dans le sud Liban. Là, ils parlent de cette zone-là et en gros, ils veulent l'annexer, quoi. Au moins, c'est clair, la population, elle soutient. Enfin, une partie de la population, je pense à la majorité. Parce que... C'est vrai qu'au moins, eux, ils se cachent un peu moins. Ça a le mérite de la clarté, comme tu dis. Là, du coup, c'était sur les armes à feu. Ouais, donc ça, c'est Ben Gvir. Et ça, c'était il y a 3 jours, le 9 mars. Ça, c'était il y a 3 jours. Et même avant, du coup, on a vu le reportage tout à l'heure, il parlait du gouvernement depuis 2022 de Netanyahou. Et en fait, depuis 2022, c'est ça aussi. Dans les médias français, tu as l'impression que l'histoire elle a commencé le 7 octobre. Mais avant le 7 octobre, il y a tout ce qu'on a vu avec le premier mandat de Trump et aussi le gouvernement de Netanyahou le plus à droite de leur histoire depuis 2022, où tu as ce genre de lascar qui se mettent en scène en train de donner des fusils à des colons, en leur disant allez-y les gars, quoi, en leur donnant un blanc-seing pour faire ce qu'ils veulent en Cisjordanie. Ouais. Et moi, là, cet article, j'avais choisi pour les propos chocs. Là, c'est écrit en tout petit, mais du coup, le ministre de la Sécurité intérieure justifie cette mesure par la guerre contre l'Iran et le Ramadan. Sachant que l'Iran ne fait pas d'invasion terrestre, mais donnons des armes. Et du coup, le Ramadan, ça inclut que du coup, les musulmans palestiniens seraient de nature guerrière pendant le Ramadan. La guerre contre le Ramadan, quoi. Et du coup, après, il nous dit quoi? Il nous dit les organisations de lutte contre les féminicides s'y opposent. Parce qu'effectivement, ils se rendent compte que filer des armes à une population, les gros masculins, ils vont tuer leurs femmes derrière. Du coup, ça nous dit aussi que le Time of Israel est plutôt féministe, mais n'est pas du tout antiraciste, quoi. C'est ok, ne tuez pas les femmes israéliennes, mais du coup, ceux qui font le Ramadan, les Iraniens, allez-y, quoi. Du coup, c'est à Jérusalem où il étend le permis de port d'armes à feu. Faut savoir que, comme on a vu tout à l'heure, là, les habitants de Jérusalem-Est et de Cisjordanie, là, c'est le Ramadan. En fait, il y a plein de lieux saints à Jérusalem, et notamment à Jérusalem-Ouest. Et les périodes de Ramadan, de fêtes religieuses, c'est toujours un peu tendu parce qu'il y a beaucoup d'Arabes musulmans qui vont venir, du coup, sur les principaux lieux de culte musulmans. Et là, il y a des Israéliens, ils savent qu'il va y avoir beaucoup de musulmans. Oui, ça se croise. Il y a des tensions de fou. Au checkpoint, ça leur crache dessus et tout. Enfin, il y a des tensions de malade. Sachant que les armes, ils les ont déjà. Enfin, il y a un truc ils les ont déjà. Moi, qui étais à Jérusalem, les gens sont armés. Ils ont un petit revolver, ils ont des couteaux. Ils ont déjà des armes et c'est normal. Et la police, c'est comme en France. Ils vont mieux parler à des Blancs qu'à des Arabes. C'est les mêmes mécaniques de pouvoir colonial.